Bien, bonjour tout le monde et félicitations, vous allez devenir sans fumée le 31 mai. Alors aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est vous parler d'abandon du tabac dans le contexte de la santé mentale et de l'usage de substances. J'ai plusieurs objectifs. D'abord, comme on l'a déjà dit, j'ai aucun conflit d'intérêt, ni avec l'industrie du tabac, de la cigarette électronique ou du pharmaceutique. Beaucoup d'objectifs qu'on va passer rapidement. Je vais vous parler d'abord de l'impact du tabagisme dans cette population-là. Je vais vous parler des environnements sans fumée et des effets d'avoir des environnements sans fumée. Je vais ensuite vous parler des interventions qui sont démontrées efficaces par des essais thérapeutiques randomisés. On va ensuite revoir les lignes directrices qui sont déjà en existence. Et finalement, avec le temps qui reste, je vais entrer dans les détails de comment on utilise les aides antitabagiques, la thérapie de remplacement de nicotine et le Zyban et le Champix. Alors, d'abord pour l'impact du tabagisme, bien, on sait depuis plusieurs années qu'il y a une association intime entre les maladies mentales et le tabac. Et aux États-Unis, on rapportait donc, vous voyez ici, qu'avec les troubles psychiatriques majeurs, ben, jusqu'à 60, 70, 80% des schizophrènes fument. Et, donc, c'est beaucoup plus élevé que la population en général, qui à ce moment-là était d'environ 20%. Pour l'usage d'alcool, cocaïne, opiacés, c'est également beaucoup plus élevé. Et les deux ensemble, vous ne l'avez pas ici. On a, dans l'enquête sur les collectivités canadiennes, on a posé des questions aux fumeurs et aux non-fumeurs sur l'utilisation qu'ils faisaient des différentes drogues et aussi sur leur santé mentale. Et vous voyez que les fumeurs actuels ont beaucoup plus d'utilisation des substances que les non-fumeurs, et également qui rapportaient beaucoup plus de détresse psychologique, de dépression, de troubles de l'humeur ou de troubles d'anxiété que les non-fumeurs. De fait, de toutes les cigarettes qui sont utilisées et vendues, c'est près de 50% qui sont vendues à des patients qui souffrent de maladies mentales. Alors, c'est comme si, quand je parle d'abandon du tabac, c'est un prérequis de vérifier si la personne a des problèmes de santé mentale et fait l'usage d'autres substances. Les conséquences de fumer, vous le savez, elles sont terribles. Un fumeur sur deux en meurt et c'est 10 ans de perte d'espérance de vie. Quand on regarde au niveau de la population qui a des maladies mentales sévères, la perte d'espérance de vie est de 25 ans. Alors, mais ça, évidemment, ce n'est pas entièrement le tabac, mais étant donné qu'ils sont des utilisateurs de quantité encore plus grande de tabac et plus fréquemment, c'est la majeure. Mais évidemment, ils ont aussi des problèmes d'obésité, d'usage de substances et d'accès aux soins médicaux qui ajoutent à ces risques. Le risque de suicide est intimement lié à l'utilisation du tabagisme. Si on cesse de fumer et qu'on n'a pas de problème de santé mentale, on peut recouvrer entièrement ce 10 ans perdu d'espérance de vie, mais il faut arrêter à 30 ans. Mais même si on arrête à 60 ans, on va recouvrer 3 ans d'espérance de vie. Je n'ai pas des chiffres pour les patients qui souffrent de maladies mentales sur le nombre d'années de vie qu'ils pourraient recouvrer. Par contre, ce qu'on sait par des revues systématiques de ce qui arrive après qu'ils ont cessé de fumer, on sait qu'il y a une diminution de leur dépression, de leur anxiété, de leur stress. Cet effet est aussi important chez les personnes qui souffrent de maladies mentales que chez celles qui n'en ont pas. Il y a une amélioration de l'humeur et de la qualité de vie. Et c'est intéressant que dans cette revue-là, l'effet était aussi important que l'effet des antidépresseurs pour traiter les troubles de l'anxiété ou de l'humeur. Il y a beaucoup de mythes au sujet du tabac, c'est que ce n'est pas un problème prioritaire. Je pense que ce que je viens de vous dire ici montre qu'il faut que si ça n'en est pas un, que ça en devienne un. Il y a le mythe que c'est une automédication. C'est vrai que le tabac a des effets du point de vue de la cognition, particulièrement chez les patients qui souffrent de schizophrénie, et aussi peut aider à atténuer les symptômes extrapyramidaux
quand on utilise des antipsychotiques de première génération. Mais il n'y a pas vraiment de démonstration que ça aide à traiter la maladie mentale. Et de fait, souvent, on interprète les symptômes de sevrage que les patients montrent quand ils ne peuvent pas fumer comme étant liés à l'utilisation du tabac. C'est vrai, mais ce n'est pas parce qu'on traite la maladie mentale, c'est parce que le tabac traite leur sevrage, et on va en parler. Les patients qui souffrent de maladie mentale, ils veulent cesser de fumer autant que la population générale. Et de fait, Dr. Prochaska, qui a écrit cet éditorial dans le New England Journal en 2011 et qui est spécialisé en maladie mentale et aussi en abus de substances, dans leur population, c'est 25% qui veulent cesser dans les 30 jours et 40% dans les 6 prochains mois. C'est très similaire à la population générale. Cesser de fumer compromet la récupération dans ces centres de traitement de désintox. Ça avait fait le contraire dans une de ces études. Ça avait même amélioré l'abandon des autres drogues. Ils sont incapables de cesser de fumer. C'est plus difficile, mais c'est possible. Et on va parler de tout ça. Effet des environnements sans fumée. Je vous amène à Toronto et je vais parler beaucoup du CAMH, du Center for Addiction Mental Health. J'ai fait cette diapositive en 2010. Ils sont devenus établissements entièrement sans fumée. Et à ce moment-là, ce n'était pas intérieur seulement, mais extérieur aussi. Et alors, ils ont mis leur politique en place. Et ce qu'ils ont fait, évidemment, après 1 an de mise en place de leur politique, ils ont fait une évaluation. Et questionnaire auprès des patients et du personnel. Et 1 an après, il y avait une augmentation significative de l'attitude des patients et des membres du personnel. Il y avait également une diminution significative des symptômes d'agitation. Encore plus intéressant, ils ont un registre des incidents reliés à la violence. Et si on regarde avant l'implantation, je pense que ça c'était 6 mois après et 1 an après, il y a une différence significative des incidents liés à la violence. L'Institut Philippe Pinel, et j'ai été impliqué avec eux en 2004, qui est un institut carcéral aussi, et ils ont passé par l'élimination du tabac à l'intérieur de leur milieu. Et ça a eu beaucoup de succès. Et ils sont venus nous présenter en commission parlementaire en 2015 leurs résultats, donc, d'un hôpital sans fumée 10 ans après. Et dans le rapport qu'ils nous ont présenté, ils nous ont cité tous ces paramètres-là d'amélioration, amélioration de la gestion du temps, absence d'impact sur la médication psychiatrique. Et on nous a dit que ça avait même diminué les coûts de 20 à 30 % parce qu'on a besoin de moins de médicaments quand on ne fume pas. Malheureusement, ils ne l'ont pas écrit dans le rapport, alors je cherchais pour trouver la diminution exacte en coûts. Ça a eu un impact positif sur la santé des patients. Ça a facilité l'occupation d'eau blanchâtre, mais on nous a dit que ça avait par contre augmenté les fouilles, la gestion du trafic des cigarettes, et qu'évidemment, il y avait un problème qui était resté si les patients désiraient fumer, qu'il n'y avait pas de privilège de sortir seuls. Quelles sont les interventions qui sont démontrées efficaces? Bon, dans la population générale, ça, on regarde arrêt après 12 mois. C'est à peu près, on parle d'à peu près 3-4 % de la population en général qui vont réussir à arrêter de fumer. Les essais thérapeutiques randomisés, c'est vraiment la façon dont on démontre l'efficacité des médicaments et des interventions. Quand on donne des placebos dans ces interventions-là, c'est avec soutien, on va atteindre jusqu'à 12 % environ de la population qui vont cesser de fumer. Pour les thèmes de nicotine, on atteint à peu près 22 %, le bupropion, vous voyez 25 %, la varenicline, on se rend à 30 %. Et la combinaison de TRN, qui est maintenant le premier choix, c'est un thème plus des produits à courte action, comme des gommes, des pastilles ou le vaporisateur, on atteignait 36 %. La varenicline, comme médicament seul, est le champion, mais il n'y a pas de différence vraiment entre la combinaison et la varenicline du point de vue efficacité. Alors, des essais thérapeutiques, on a démontré que toutes ces interventions que vous voyez ici sont efficaces pour une abstinence continue à 6 mois et plus. Et ça
atteint environ le double donc d'efficacité. Ça veut dire qu'ici, dans le groupe contrôle, on en a 10-12% qui ont cessé, on va atteindre à peu près 25%. Évidemment, même dans une population qui n'a pas de maladie mentale, ça veut dire que 75% n'ont pas réussi. Et c'est la réalité d'une toxicomanie, et les résultats sont similaires à toutes les autres toxicomanies. Vous voyez ici que recommandations du médecin, counseling de groupe, entrevues motivationnelles, ligne téléphonique, ce sont toutes des interventions qui sont efficaces. Pour les aides antitabagiques, ben, les thèmes, je vous l'ai montré sur le diagramme tout à l'heure, on double à peu près le taux de succès. Les gommes, les pastilles inhalateurs, on double aussi. La combinaison, on atteignait quasiment 3 fois plus que les groupes contrôle, et pour la varénicline aussi. Alors, il y a eu beaucoup de Cochrane, de fait, sur la maladie mentale et l'efficacité des traitements d'abandon. Et il y a des résultats qui sont positifs, mais souvent, à 6 mois, à partir de 6 mois, ça devient non efficace. Alors, je vous montre un petit peu ici les résultats de Cochrane. En 2016, on a fait un Cochrane pour voir quelle était la meilleure intervention sans médicaments. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'on a cherché des études, des essais thérapeutiques, et on a été incapable de trouver de l'évidence basée sur des données probantes. Alors, toutes les interventions qu'on fait en maladie mentale, ce sont des avis d'experts. Et c'est ce que je vais vous donner à mesure qu'on avance dans cette présentation. On a besoin de beaucoup plus d'études là-dessus. On a des études sur l'efficacité des aides antitabagiques, et je ne passe pas par pathologie, là, par dépression, schizophrénie, mais j'ai retenu simplement une revue systématique ici. Et vraiment, c'est le bupropion varénicline qui augmentait jusque par 4 fois les taux de succès. Et ça, c'était à 6 mois. Vous voyez qu'il y a l'intervalle de confiance est très large ici, 1,45 à 14, et qu'il y avait à peine 356 fumeurs dans ces 17 essais. Alors, la méthodologie est très faible. Mais malgré tout, on peut voir que bupropion, varénicline, c'est des traitements qui sont plus susceptibles d'avoir une efficacité. Il y a très peu d'études contrôlées sur le remplacement. Il n'y en a pas sur la combinaison, ni sur l'augmentation de la durée à plus que 12 semaines de ces traitements, qui est maintenant devenu ce qu'on fait pour traiter ces patients. En abandon des substances, c'est encore pire. On a des études, on a une revue de littérature, mais on n'a même pas de méta-analyse parce qu'on n'a pas de données qui sont suffisamment bonnes pour pouvoir faire des calculs avec des méta-analyses. Mais disons que pour l'usage de substances, la TRN a démontré des effets. La thérapie cognitivo-comportementale, soutien, combinaison des différentes approches. Et on parle souvent aussi de contingency management, qui est la gestion de la récompense. On donne des récompenses aux patients, financières ou autres, pour les motiver à cesser de fumer. Les lignes directrices, je vous présente d'abord un algorithme qui vient d'un article publié par le groupe d'Ottawa, le groupe du Dr. Pipe, qui a un nom prédestiné pour l'abandon du tabac. Le groupe d'Ottawa a mis en place beaucoup d'interventions à l'intérieur des hôpitaux qui montrent qu'on peut diminuer les hospitalisations, les retours à l'urgence et même augmenter la survie à 2 ans des patients qui ont arrêté de fumer à cause de ces interventions. Et ils ont publié un article qui est vraiment une mise à jour sur comment on devrait traiter les patients fumeurs. Et cet algorithme-là, il est dense, alors j'ai dû le traduire et le décomposer. Et ce que je vous montre ici, c'est que c'est un peu le chemin qu'on doit suivre. D'abord, toute personne doit être identifiée. Et une fois qu'on sait que quelqu'un fume, il faut lui recommander de cesser de fumer, lui offrir des options de soutien. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, le choix de traitement, ça peut être de cesser de fumer, ça peut être de diminuer au jour cible, en prenant des médicaments, même de la nicotine pendant qu'on fume. On peut diminuer la consommation sans vouloir cesser de fumer. Et finalement, il y a des gens qui ne veulent ni cesser d'aucune façon.
Alors, on veut augmenter la motivation chez eux. Et chez ces patients-là, évidemment, il faut traiter les symptômes de sevrage s'ils sont en institution et qu'ils n'ont pas le droit de fumer. Alors, on vous résume ici un peu comment l'évaluation doit être faite avec les histoires précédentes d'abandon et évidemment maladie mentale qui doit toujours être identifiée, l'usage de contrôle des substances. Et là, on vous dit que la meilleure approche, c'est de combiner à l'approche comportementale des médicaments. La combinaison de TRN étant le premier choix. La varenicline, on peut aller à une formulation toute seule, ce qu'on ne fait à peu près plus maintenant. Ensuite, le bupropion, on peut combiner la varenicline et la TRN, le bupropion et la TRN. Et pour les personnes qui traitent des patients en désintox en Colombie-Britannique, par exemple, ou en Ontario, on a même combiné la varenicline au bupropion, aux thérapies de remplacement de nicotine, tout ensemble, ce qui n'est pas une pratique recommandée par les monographies, mais qui se fait et qui a donné des taux d'abandon encore supérieurs. Les lignes directrices canadiennes du Canadian Action Network for Advancement, Dissemination and Adoption of Practice Informed Tobacco Treatment, c'est bien long, c'est pour ça qu'on l'appelle Canada. C'est vraiment le CAMH, à origine du centre du CAMH à Toronto. Et ils ont publié des recommandations spécifiques à la santé mentale, l'usage des substances. Et évidemment, ils nous répètent ici, et c'est de l'évidence 1A là, pour ces 3 recommandations, qu'il faut toujours identifier les patients qui souffrent de maladies mentales ou de toxicomanie. Il faut leur offrir des services de counseling. Et il faut tout de suite, on peut même leur offrir de diminuer leur consommation sans cesser, mais il faut les surveiller. On a ajouté que l'offre de pharmacothérapie n'est pas contre-indiquée chez ces personnes-là, mais qu'il faut vraiment, à cause des avis de Santé Canada, ne pas oublier qu'il peut y avoir des effets neuropsychiatriques. On mentionnait à ce moment-là le bupropion, la varenicline. On sait que ça peut survenir aussi avec la thérapie de remplacement de nicotine, et j'y reviens un peu plus loin. Le renoncement involontaire du tabac, qui a lieu lorsque les patients qui fument sont admis dans les établissements, exige un traitement à l'aide d'un agoniste. Alors, même si quelqu'un ne veut pas cesser de fumer, il faut leur donner un traitement, soit avec des thérapies de remplacement de nicotine, ou ça pourrait même aller à la varenicline. Il faut surveiller ces personnes-là. Il faut comprendre que la thérapie peut s'avérer être plus longue, en dose plus élevée. Et je vais vous décrire en détail et vous montrer des exemples de recommandations dans différents établissements pour donner plus qu'un timbre et des thérapies de remplacement plus élevées. Les interactions médicamenteuses, j'en touche mot ici, quand on cesse de fumer, il y a une augmentation, ou quand on fume plutôt, il y a une augmentation des cytochromes P450-1A2. Et ça, c'est causé par les hydrocarbures qui sont dans la fumée de tabac et dans la fumée de cannabis. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'un patient qui fume, il métabolise plus rapidement tous les médicaments. Donc, vous avez besoin de leur donner plus d'antipsychotiques, plus de sédatifs, plus de tout, plus de propranolol si vous leur donnez des bêta pour l'hypertension. Et vous avez ici une liste des médicaments qui sont affectés par le métabolisme du cytochrome P1A2. Qu'est-ce qui arrive quand on cesse de fumer complètement? Le cytochrome redevient normal, il diminue. Alors, les concentrations dans le sang sautent. Et ça peut augmenter les concentrations de 30, 40, 50 et plus. Et il y a des rapports de patients qui utilisent de l'olanzapine qui se sont retrouvés avec des convulsions, la méthadone, quasiment dans un coma où ils ont dû être ventilés. Alors, tous ces médicaments-ci, qui sont reliés au cytochrome P1A2. Et évidemment, ce n'est pas un médicament, mais ça, c'est le plus fréquent, c'est la caféine. Et on augmente nos doses de caféine, on peut les doubler ou plus après qu'on a cessé de fumer si on ne change pas notre consommation. Et ça, ce que ça fait, c'est qu'on a des patients qu'on pense qu'ils sont en sevrage parce qu'ils sont irritables, et c'est tout relié au caféinisme. Intéressant que bupropion, risperidone, ziprasidone, quetiapine et la fameuse Abilify sont non affectés par le métabolisme du 1A2. Alors, qu'est-ce qu'on recommande? On recommande de diminuer les doses de caféine après l'arrêt.
Pour la clozapine et l'olanzapine, on a regardé les métabolismes et on calcule qu'il faut probablement diminuer d'environ 36 % la dose en dedans d'une semaine. J'ai cité des références ici. Évidemment, si on recommence à fumer, bien, on va réactiver notre cytochrome P450, puis tout va redescendre, alors il faut réaugmenter les doses. Alors, quand les patients entrent à l'hôpital, s'ils vont être là pour plusieurs semaines, il faut vraiment prendre ça en considération. Je vous parle maintenant des aides antitabagiques. Et ce dont je vous parle ici, ce n'est pas seulement que de ce qui est écrit dans les monographies, mais c'est vraiment les avis d'experts. Et c'est pour ça que je le mentionne dès le début. Et à mesure que je vous parle des thérapies spécifiques, je vais vous dire exactement ce qui est monographie et non monographie. On va parler de tout ceci. Ce que vous voyez en haut ici, c'est tout de la nicotine. C'est ce qu'on appelle la thérapie de remplacement de nicotine. Les timbres, la gomme, la pastille, l'inhalateur, le vaporisateur. Le bupropion, qui est un antidépresseur atypique, que vous utilisez certainement. La varenicline, qui est un agoniste de la nicotine, donc qui fonctionne comme la nicotine et comme un antagoniste aussi. Alors, on va parler de ceux-ci également. Alors, il est important de réaliser que le régime général d'assurance médicaments du Québec rembourse pour 12 semaines les médicaments, tous ces médicaments-là, sauf ceux qui ont une petite étoile ici. Alors, pour les pastilles, il y a seulement que le Thrive qui est remboursé. Il y a un nouveau produit qui s'appelle le Nic-Hit. Les timbres, c'est le Nicoderm et l'Abitrol. Et la varenicline, elle va être remboursée jusqu'à 24 semaines. C'est une fois par année. Pourquoi on donne des médicaments? C'est vraiment pour atténuer le sevrage de la nicotine. C'est la façon dont ça fonctionne. Alors, on voit ici ce qu'on considère comme des symptômes de sevrage de nicotine. Et on voit que les fortes envies de nicotine, bon, c'est censé disparaître là, en dedans de 2 semaines, ça persiste même plus longtemps. Mais on voit que tous ces symptômes-là, il faut les surveiller quand les patients cessent de fumer. Et les médicaments, vraiment, on les ajuste pour diminuer ces symptômes. Je ne vous montre pas ici ce que c'est quand on a une maladie mentale ou qu'on est en sevrage de substances, mais ces symptômes de manque-là, ils sont multipliés par 2, 3, 4, 5 fois, 10 fois selon la pathologie impliquée. Alors, on a donc souvent besoin, quasiment toujours, de plus de médicaments. Je commence par le timbre. Donc, le timbre, il nous permet, en l'administrant, d'avoir une quantité de nicotine dans le sang qui est stable. Le timbre, un timbre de 21 mg remplace à peu près l'équivalent d'une douzaine de cigarettes ou 13 cigarettes. Alors, et ça, c'est important de le savoir au niveau des concentrations sériques que ça va causer. Et ça a été suffisant pour avoir des taux de succès. Mais il est évident que si quelqu'un fume 2 paquets de cigarettes, on est vraiment en dessous. C'est pour ça qu'on doit avoir recours à plus de nicotine. Ça cause des rêves très réalistes durant la nuit et souvent de l'insomnie. Ce sont les principaux effets secondaires. Les produits de remplacement de nicotine, ce sont des produits naturels. Alors, on peut les acheter et n'importe qui peut aller les acheter. On va devoir les payer si on n'est pas dans notre période de couverture de 12 semaines, une fois par année. Malgré tout ça, il reste énormément de contre-indications. Et je vous montre ici les contre-indications qui restent dans la dernière licence qui a été donnée pour le Nicoderm. Il reste évidemment les moins de 18 ans, les fumeurs, les non-fumeurs et les fumeurs occasionnels, les femmes enceintes. Et évidemment, si on a un problème de peau, bien là, pour le timbre, on ne peut pas l'utiliser. Alors, en plus de ça, dans les monographies, on nous laisse comme contre-indication la période qui suit immédiatement un infarctus ou un accident vasculaire cérébral. Et les patients qui ont des arythmies ou quelqu'un qui est instable du point de vue cardiaque, on n'a pas besoin de leur donner de remplacement à ce moment-là. Les contre-indications qui sont les seules contre-indications que les experts considèrent qui devraient s'appliquer en tout temps, c'est vraiment l'allergie pour le timbre, les maladies cutanées généralisées,
Quand on a des maladies bucco-dentaires, les formulations à courte action, on ne pourra pas les tolérer si on a un ulcère parce que ça brûle. Et de la même façon, pour l'inhalateur ou le vaporisateur, ça peut être difficile aussi, surtout pour le vaporisateur. Et il y a l'allergie au menthol que je n'ai jamais vue. Il y avait des cigarettes au menthol qu'on cite tout le temps. Je ne sais pas si ça existe, mais c'est une contre-indication qui serait là si c'était le cas. Il y a un avertissement pour les possibilités de bronchospasme chez les patients qui souffrent d'asthme et de maladies obstructives pour l'inhalateur et le vaporisateur. Les doses qui sont maintenant recommandées par les monographies, c'est de commencer. D'abord, la combinaison, c'est le premier choix. Combinaison plus un des produits à courte action que vous voyez en dessous ici, et ça peut être plus qu'un, et ça peut aller même à plus la cigarette électronique à la fin. On va en parler tout à l'heure. On recommande de commencer avec 21 à plus que 19 cigarettes, 14, 10, 19 et 7 plus bas. Et ça, encore une fois, c'est des monographies. On dépasse souvent ces doses-là, et vous le verrez dans les avis tout à l'heure. Pour les gommes, je vous inscris ici ce que les monographies mentionnent comme pour l'utilisation des gommes de 2-4 mg. Et également, la limite, ils nous disent qu'on ne devrait pas dépasser le 20. Et encore une fois, c'est la même chose. Hors monographie, on en utilise beaucoup plus. Ce qu'il faut savoir pour les produits qui sont dans la bouche, c'est qu'on peut, pour la gomme particulièrement, si on la mâche rapidement, on va avoir des brûlements. Et si on avale la nicotine, elle n'a pas d'effet, elle est détruite ou métabolisée lors du premier passage dans le foie. Les pastilles, c'est vraiment moi ce que je préfère. La Thrive est remboursée. Alors, on commence avec des pastilles de 1 ou 2 mg, mais encore une fois, le moins que 20 cigarettes ou plus que 20 cigarettes pour décider de l'utilisation, c'est vraiment à votre discrétion. Il y a une mini-pastille, et le Nicorette est en 2 et 4 mg. Alors, elle n'est pas remboursée. Elle est souvent plus appréciée par les patients. On a simplement à la laisser fondre dans la bouche, à ne pas boire en même temps. Ça prend à peu près une demi-heure pour que la nicotine fasse effet. Le plus efficace, c'est le vaporisateur. Et avec une vaporisation de ceci, vous vous donnez 1 mg de nicotine. Mais c'est très irritant. 1 mg de nicotine qui est quasiment entièrement absorbé. Alors que pour les produits que je vous ai mentionnés précédemment, c'est à peu près la moitié qui va être absorbée. Alors, une cigarette nous donne à peu près 1 mg de nicotine. Alors, une bouffée de ceci vous donne à peu près l'équivalent. Ça donne des hoquets, l'hypersécrétion salivaire. Si les patients apprennent à tolérer ça, ils adorent le vapo-éclair. Et dans ma pratique, j'ai des patients qui l'utilisent depuis 2 ans, même si les recommandations, c'est de ne pas dépasser le 12 semaines. Pour les gommes, j'ai des patients qui en utilisent depuis 10 ans. Ce n'est pas le plus fréquent, ce n'est pas les recommandations, mais il y a des patients qui ont besoin de remplacement de nicotine, probablement à vie, même si ce ne sont pas les recommandations officielles. Alors, face à tout ça, les différents établissements de santé ont fait leurs propres ordonnances. Et je vous montre ici 3 documents où on recommande pas seulement que la thérapie de remplacement de nicotine, mais aussi le Ziban et le Champix. Et vous voyez d'abord ici, je vous présente la première, c'est celle du Centre universitaire de santé McGill. Et vous voyez par exemple qu'ici, on décide de la dose selon le nombre de cigarettes par jour. Le thème ici, à moins que 10 cigarettes, c'est 14 mg. Alors, vous voyez que 10 à 20, ils sont à 21 mg pour commencer, ce qui est différent de ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Et rendu à plus que 30 cigarettes, ils sont à un thème de 35 mg. Donc 21 plus 14. De fait, on voit mieux ici, je crois, la recommandation pour les thèmes. Vous voyez qu'ils peuvent même aller ensuite, selon les symptômes de sevrage, ils vont augmenter les doses progressivement, donc pour se rendre jusqu'à 35 mg. Alors, à l'hôpital Laval, Dr. Marc-Andrew Stéphane
a fait des ordonnances pour le sevrage de la nicotine, pour traiter le sevrage ou pour traiter l'abandon. Et je vous montre ici la page couverture de son ordonnance pour la nicotine. Et voilà, lui, il a utilisé un horaire un peu différent selon le nombre de cigarettes pour se rendre à 42 mg par jour, donc 2 timbres par jour de 21 mg quand les patients fument 40 cigarettes et plus. Toutes ces ordonnances sont disponibles. Si vous les demandez à Geneviève, elle va vous envoyer les documents pour que vous puissiez vraiment avoir accès à ceci. Au Québec, les pharmaciens peuvent donner les produits de remplacement de nicotine sans qu'il y ait d'ordonnance. C'est un produit, comme je disais tout à l'heure, naturel maintenant. Ce n'est pas considéré un médicament d'ordonnance. Et les infirmières peuvent le faire en milieu hospitalier si elles ont eu la formation, sont approuvées, et aussi les inhalothérapeutes maintenant. Alors, en Ontario, je vous montre ici un des formulaires qu'ils ont pour la façon de recommander les médicaments antitabagiques. Et on voit par exemple que pour la nicotine, eux aussi, ils permettent d'atteindre chez quelqu'un qui a 40 cigarettes et plus par jour, des timbres, donc 2 timbres. À Laval, on me disait que présentement, on est à vouloir changer le formulaire pour atteindre 4 timbres de 21 mg. Et en Colombie-Britannique, c'est en Ontario, au CAMH, on augmente progressivement pour atteindre le 4 timbres. Et évidemment, ça, c'est supplémenter des produits aux besoins. Donc, on peut se prendre 10, 20 gommes par jour ou pastilles ou vaporisateurs au besoin pour réussir à cesser de fumer. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on disait toujours que la régie couvrait seulement qu'un timbre de 21 mg pour 12 semaines, donc 84 timbres. Et voilà qu'on a appris que si on appelle à Québec, à ce fameux numéro 1888 qui est ici, alors quand le patient a atteint 84 timbres, il peut, en appelant, on peut avoir probablement jusqu'à 4 timbres, mais apparemment le nombre est illimité. Je ne sais pas si vous en donnerez jusqu'à 10 par jour. Mais en tout cas, c'est un numéro important à se rappeler parce que si vous soignez des patients, probablement que vos patients vont avoir besoin de plus qu'un timbre par jour. La cigarette électronique, rapidement, ça c'est la fureur. Ça permet maintenant d'atteindre des niveaux de nicotine comme avec la cigarette conventionnelle. Les preuves d'efficacité commencent à arriver. Je vous cite un article du New England Journal qui a démontré que c'était quasiment 2 fois plus efficace que les produits de remplacement en combinaison. Ça vient d'être publié début de 2019. C'est très probablement moins nocif, mais pas inoffensif. C'est approuvé par Santé Canada pour la réduction des méfaits depuis 2018. Au Québec, elles sont soumises aux mêmes restrictions que les produits du tabac. Vous ne pouvez pas en avoir à l'hôpital puis vaporiser vos patients. Il y a un recours collectif, une poursuite de l'industrie du vapotage contre le gouvernement du Québec pour essayer de faire modifier la loi. On attend le jugement. En dernier recours, donc, après avoir essayé toutes les thérapies conventionnelles, on essaie la cigarette électronique. Je rapidement mentionne qu'il y a eu une grande étude pour regarder les effets de la varénicline, du bupropion et des timbres de nicotine sur l'abandon du tabac chez des patients qui avaient des maladies psychiatriques ou qui n'en avaient pas. Et il y a eu beaucoup de rapports de possibilités d'effets neuropsychiatriques avec le Champix, dont des suicides. Et le Food and Drug aux États-Unis a demandé cette étude. Alors, on a randomisé des patients à ces 4 traitements et beaucoup de patients qui avaient des maladies psychiatriques ou qui n'avaient pas d'antécédents. Et 1 an après, la varénicline a été le plus efficace. Le bupropion, moins. Le timbre de nicotine, moins, mais efficace aussi que le placebo. Mais ce qui est intéressant, c'est que des maladies, des effets neuropsychiatriques modérés à sévères ont été retrouvés dans à peu près 5 à 6 % des cas de patients qui avaient des antécédents de maladies psychiatriques, alors que c'était à peu près 2 % chez les patients qui n'avaient pas d'antécédents de maladies psychiatriques. Alors, à la suite de ça, le Food and Drug américain a
autorisé l'utilisation de ces 3 groupes de médicaments pour tous les patients. Et les effets neuropsychiatriques, par contre, se produisent plus fréquemment chez ceux qui ont des maladies psychiatriques. Et l'étude ne prenait pas en compte des patients qui avaient des maladies non traitées, qui étaient instables ou qui avaient des idées de suicide ou qui étaient usagers de substances. Alors vraiment, les résultats de l'étude ne s'appliquent pas à ces patients-là. Mais disons que maintenant, on considère que si on les surveille, on peut utiliser Champix et Ziban chez des patients qui ont des antécédents psychiatriques, mais ceux qui n'en ont pas, ils doivent aussi être surveillés pour des effets neuropsychiatriques graves. Les diapos qui suivent, c'est vraiment comment on utilise la varenicline et le bupropion. Alors, les contre-indications, pour commencer, sont mentionnées. La varenicline est plus facile à utiliser parce qu'il y a moins de contre-indications qu'avec le bupropion. Il y a des mises en garde qui demeurent dans la monographie qui est de 2017. Et soit dit en passant, Santé Canada a aussi changé sa monographie en 2017 suite à l'étude Eagles qui démontrait qu'il n'y avait pas plus d'effets neuropsychiatriques avec la varenicline qu'avec la nicotine ou le bupropion. Il y en a 4 ici sur les mises en garde et précautions importantes et je les passe très rapidement. On mentionne entre autres qu'il faut éviter de conduire. On a mentionné qu'il y avait des convulsions qui s'étaient produites aussi, alors que c'est un effet qu'on pensait qui était beaucoup plus relié à l'utilisation du bupropion. Évidemment, on rapporte tous les effets neuropsychiatriques de psychose, d'anxiété, de saute d'humeur, qui n'ont pas été retrouvés dans l'étude, mais qu'il faut vraiment continuer de surveiller. Et si on a l'apparition de ces symptômes-là, il faut cesser le traitement. Les effets secondaires, nausées, insomnie. On peut commencer le traitement. Ici, vous avez la posologie. Si on commence avec 0,5 mg et qu'on va continuer à traiter avec 0,5, on peut commencer avec 0,5 mais arriver à 1 comme niveau de traitement. 0,5 est efficace également. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on augmente progressivement la dose avant d'arriver à une dose stable une semaine après. On peut avoir une date fixe d'abandon, mais on peut aussi commencer le médicament et décider d'arrêter de 8 à 35 jours après qu'on a commencé le médicament. On peut le faire maintenant avec les timbres aussi, parce que je vous ai dit tout à l'heure, où on peut commencer même avant de cesser de fumer. Pour le bupropion, il y a beaucoup plus de contre-indications, les troubles convulsifs étant le principal. Et il y a des mises en garde aussi. On a conservé ici aussi les problèmes chez certains patients d'agitation, d'hostilité, d'anxiété. Donc, il faut surveiller aussi pour ça. Le grand problème avec le bupropion, ce sont les interactions médicamenteuses. Et ce n'est pas le 1A2 de tout à l'heure, mais le 2D6 qui est impliqué dans les cytochromes, mais également le 2B6 est impliqué. Et vous avez ici toute une liste de médicaments où on peut être obligé de diminuer la dose quand on commence. Et beaucoup des médicaments qui vous touchent, qui sont des antidépresseurs ou des antipsychotiques. L'effet secondaire, bouche sèche, tremblement, on commence progressivement. Et j'en arrive à la fin ici pour vous dire que tout ceci étant dit, il faut se rappeler que ce ne sont pas les médicaments qui font que les patients vont cesser de fumer et non plus qu'ils vont avoir un soulagement de leurs symptômes de sevrage si c'est la raison pour laquelle vous utilisez ces produits. Il y a le soutien qui est très important. Et quand ils retournent à l'extérieur, ça c'est le site Québec sans tabac. Alors tous les services de Jarrette, la ligne téléphonique qui va même faire des appels proactifs, les centres d'abandon du tabac où vous avez des spécialistes en abandon du tabac qui utilisent l'entrevue motivationnelle pour aider les patients à cesser de fumer. Et on a même un texto, l'aide par texto, le SMAT. Alors,
Ce livre est maintenant disponible, du CAMH, encore une fois, et j'en ai eu une édition cette semaine. C'est vraiment la Bible de l'abandon du tabac. Et il y a un chapitre où on revoit toutes les études sur maladie mentale et abus de substances et abandon du tabac. Alors, excellente référence si vous voulez vous le procurer. Et je termine avec mes messages clés. La dépendance est plus fréquente et plus sévère en présence de maladies mentales et de troubles d'usage. Donc, les risques à la santé sont plus élevés également. Difficile de cesser de fumer, mais il y a plusieurs traitements qui sont efficaces. Je pense que ce qu'il faut dire là-dessus, c'est que comme plusieurs patients que j'ai eu la chance de suivre, les patients qui ont des maladies mentales ou de l'abus de substances, ils arrêtent souvent de fumer. Ça veut dire qu'ils vont rechuter, ils vont passer 6 mois sans fumer, 1 an, ils vont être de retour dans votre bureau. C'est une maladie chronique et elle devrait être suivie à vie. Les traitements qui sont efficaces et qui sont disponibles, vous devriez les offrir. La combinaison, c'est vraiment ce qui est le plus important, mais le soutien est absolument essentiel. Et vos fumeurs, il faut vous rappeler qu'il y en a qui vont vouloir arrêter complètement, mais il y en a qui vont préférer réduire. On peut maintenant commencer les médicaments à mesure qu'ils réduisent. Il n'y a pas de danger à les donner en même temps. Il y en a qui voudront ni cesser ni réduire. Et ces patients-là, il faut les motiver pour arriver graduellement à les convaincre. Mais il faut surtout s'ils sont hospitalisés, qu'est-ce qui m'arrive? Il faut soulager leurs symptômes de sevrage. Et ma dernière note, tout à la fin, c'est qu'il faut en donner autant qu'il faut, aussi longtemps que c'est nécessaire. Alors, les médicaments, malgré le fait que c'est 12 semaines qui sont remboursées et qui sont mentionnés dans les monographies. Une toxicomanie, pourtant tous les spécialistes en toxicomanie le savent, on ne traite pas ça en 12 semaines. Et je vous laisse là-dessus et je vous souhaite bonne chance dans vos interventions pour obtenir des lieux sans fumée à l'hôpital Charlemagne.